J'étais invité il y a longtemps, mais j'avais eu c'est pour moi un grand honneur de pouvoir participer. Et depuis que j'ai reçu l'invitation, j'ai commencé à penser au rôle du critique. Et dans ce moment-là, je pensais qu'il n'est pas possible de penser à ce futur. C'est difficile de s'imaginer ce futur. Et ici, j'ai compris que je ne peux pas produire une présentation académique dans ce congrès parce que vous ne seriez pas satisfait. Parce qu'il s'agit d'un congrès avec des experts, des professionnels. J'étais désespéré, je ne savais pas quoi faire. Et Monsieur Yuray Charny, il m'a aidé et il m'a dit, vous pouvez faire quelque chose qui n'est pas peut-être nécessaire pour le congrès en soi-même, mais vous pouvez présenter vos problèmes avec avec la critique. Et vous pouvez donc faire une petite introduction, moi j'en ferai trois, sur les passages et sur les champs minés dans le domaine de la critique aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai appelé ma présentation Qu'est-ce que nous pouvons sauver? Qu'est-ce que nous pouvons sauver dans ce champ miné, dans ce sujet très compliqué? Le problème avec mon expérience, c'est que j'étais éduqué à Moscou, à l'Institut traditionnel d'histoire de l'art, à l'époque du socialisme. J'ai étudié tout ce qui était traditionnel de les années 70, donc l'art de l'histoire de l'art d'une façon traditionnelle. Il y avait deux choses positives quand j'ai commencé, c'est que on n'était pas trop eurocentrique à l'époque, comme aujourd'hui. Maintenant, on est autant-centrique ou eurocentrique, mais à l'époque, la situation était complètement différente. Et il y avait beaucoup de théories qui n'étaient pas si élaborées comme aujourd'hui, mais en général, aujourd'hui, euh, les artistes se sont adaptés à des nouveaux systèmes. À l'époque, on considérait beaucoup d'artistes russes comme artistes non européens. Et avec ces bagages modestes à l'université, j'ai choisi une branche de l'art contemporain de la moitié des années 80 et j'ai compris dans ce moment-là qu'il y avait deux professions différentes. Parce que ma profession dans ma langue en bulgare, elle s'appelle quelque chose comme étude visuelle. Mais d'un point de vue professionnel, elle a une explication beaucoup plus modeste parce que il s'agit de connaissances dans le domaine de l'art. En bulgare, on dit iskuvstadie, c'est-à-dire la connaissance de l'art. Si vous êtes un historien, vous devez avoir une certaine connaissance. Vous ne pouvez rien inventer. Et dans un moment particulier, le nom a changé. Aujourd'hui, on est dans une autre période. Et dans les années 80, après la stagnation de Brejnev, avec la présidence de Brejnev, j'ai changé d'orientation. J'ai commencé à étudier d'autres éléments de l'art et je me suis rendu compte que si vous travaillez dans un musée, la profession est complètement différente. Vous devez apprendre beaucoup de choses avec les yeux. Vous devez reconnaître beaucoup d'artefacts, beaucoup d'œuvres artistiques, aussi leur période, leur dimension géographique, etc. Et ceux qui voulaient être spécialisés dans l'art contemporain ne devaient pas avoir des connaissances trop sophistiquées, mais nos professeurs nous disaient il ne faut pas que vous sachiez tout, il ne faut pas que vous lisiez tout, et voilà. Et puis, toujours en parlant de l'art contemporain dans les années 80, il faut parler aussi des maisons éditrices, donc des éditeurs. Il faut se souvenir de beaucoup de choses, il faut donc utiliser aussi la mémoire. Et à l'époque, personne ne voulait
ne voulait trop changer les idées. Il y avait des idées et ces idées étaient mises noir sur blanc sur les papiers. Et, et personne ne s'attendait qu'il fallait avoir beaucoup de connaissances, mais il fallait seulement savoir bien s'exprimer. À l'époque, l'art contemporain, d'un point de vue historique et aussi d'un point de vue général, était plutôt générique. Personne ne nous apprenait à écrire, ne nous enseignait à écrire. Il n'y avait pas une forte tradition. Il y avait une situation spécifique pour les critiques de l'art, parce que le critique de l'art, il était parti de la sphère sociale et il devait s'exprimer à travers son éducation, ses connaissances, pour partager avec le public ses impressions. C'était comme le journaliste sportif qui écrit aussi sur les matchs de foot ou d'autres sports. Et en ce qui concerne les critiques de l'art, il y avait trois éléments importants. Le premier, je me souviens, il y avait un texte d'un académique britannique qui s'occupait d'économie et de recherche dans l'économie de la culture. Il s'appelle Samuel Cameron. Aujourd'hui, il est encore professeur d'économie à l'université Nantworth. Il a un aspect très curieux, très bizarre pour un professeur, mais bon. Il a écrit un livre sur le rôle de la culture dans les années 80, dans les années 90. Et il parlait aussi de nos temps, de notre vie, parce que dans la moitié des années 90, on avait l'impression que nous pouvions arriver au même niveau que les autres, qu'on aura les mêmes chances. Et cet auteur avait classifié le rôle du critique en 4 catégories. La première catégorie, que le critique donne des informations, des renseignements sur les objets artistiques aux clients potentiels ou aux consommateurs. Ça, c'est un rôle traditionnel, c'est le rôle traditionnel du critique. Et Cameron disait que pour le critique, des fois, le critique a aussi la possibilité de décevoir, de donner des informations fausses aux clients. Mais à niveau international, les critiques ne forment pas le marché. Le marché est un marché local. Et même là où les critiques pensent d'être internationaux, comme à New York par exemple, enfin, même là, ils sont toujours encadrés dans un marché local, parce que là aussi, les expositions ne sont pas trop connues au dehors de New York. Donc, le marché est toujours plutôt local. La fonction informative du critique est toujours plutôt locale. Et le rôle du critique est d'informer, de renseigner le public pour qui il travaille, pourquoi il travaille et comment il travaille. Ça, c'est des questions auxquelles il faut répondre quand vous écrivez des textes sur des événements ou sur des œuvres artistiques. De mon point de vue, si vous êtes un critique qui informe, vous êtes aussi engagé dans le secteur de la propagation, de la publicité, parce que vous faites de la publicité pour un certain artiste. Vous êtes donc partie du marketing. Et il s'agit d'une partie importante dans la culture. Et puis, une autre fonction qu'on peut voir dans l'activité du critique de l'art est très importante. Il s'agit de la question si on aide l'économie de la culture et
c'est comme si chaque critique a la même possibilité. Donc, si quelque chose ça vous plaît, vous le décrivez, vous dites pourquoi c'est bien, pourquoi c'est pas bien, comment aider la popularité d'une œuvre, etc. Mais il est difficile de le montrer à niveau statistique. Donc, en ce qui concerne l'économie de la culture, dans la plupart des fois, il y a des critiques sur les films de Hollywood ou sur les musicaux de Broadway. Là, vous voyez que quand les critiques sont positives, les- à- alors souvent ça arrive que les gens ne vont pas à ces spectacles. Parce que quand les critiques s'expriment de façon positive, le public des fois se dit non, se dit peut-être que c'est quelque chose pour les critiques et pas pour le public, c'est quelque chose d'élitaire, ce n'est pas pour les laïcs. Donc ça peut arriver aussi à Hollywood et à Broadway. Donc quand les signaux sont trop positifs de la part des critiques, les statistiques montrent que les gens ne vont pas regarder ces films ou ces spectacles. Il est même arrivé, il y a même un problème de réputation. La réputation, souvent il y a des critiques qui n'ont pas une réputation dans un certain milieu de professionnels de critique de l'art. Et là aussi, il faut Il faut donc travailler pour se construire une certaine réputation, puis il y a aussi une réputation de groupe, et seulement à la fin, il y a la possibilité d'influencer la réputation d'un auteur ou d'une œuvre. Les économes pensent que la critique pourrait s'entretenir automatiquement, donc indépendamment. Et donc il y a des critiques qui font ça parce qu'ils aiment bien faire ça. Ils ne veulent pas trop influencer la scène artistique, communiquer avec l'artiste, mais ils font ça comme s'ils écrivaient des poèmes. Mais dans ce cas-là, il faut les écrire bien. Il ne faut pas qu'on soit un produit isolé, des écritures isolées. Il faut que vous soyez des bons écrivains. Et puis la quatrième raison, c'est toujours dans la culture de l'économie, sur, ici dans l'Europe de l'Est, ça vaut, c'est quelque chose qui peut être appliqué. Moi, quand je parle de l'Europe de l'Est, je parle aussi de l'ex-Union soviétique, parce que si on les exclut, si on les élimine de ce milieu, l'analyse n'est pas trop authentique. Donc la crise, surtout, veut influencer des théories esthétiques et le cas échéant même des questions académiques. Dans l'économie de l'industrie culturelle, vous pouvez trouver quelque chose de pareil. Les gens écrivent de façon à citer plusieurs ressources. Les ressources sont souvent étrangères, viennent d'autres langues, mais souvent dans l'économie de l'industrie culturelle, il arrive que le travail du critique dépend des autres éléments de cette industrie. Nous, par exemple, en ce qui concerne le lieu et la localité où le critique travaille. Je voudrais répéter encore une chose, mon argument qu'ici sur le transport, vous pouvez voir le biennale online qui a eu lieu cette année. Moi, j'étais l'un des 30 commissaires de ce biennale qui a été démarré par Jan Hut, le commissaire qui est très illustre. Vous pouvez inviter 5 artistes, chaque commissaire. Les artistes doivent envoyer les photos numériques de leurs installations ou de leurs œuvres. Et après, il faut payer un certain paiement. Et puis, ils doivent sous
diviser leur combinaison. Vous voyez qu'il s'agit des commissaires très connus et comme j'ai vu que tous ces personnes se proclamaient d'être capables de réaliser leur travail de commissionnariat en ligne, je me suis dit que moi aussi je dois et je peux rejoindre ce groupe parce que toutes ces personnes sont les experts qui y sont engagés. Le sujet n'était pas fixé. Personne n'était au courant du travail de l'autre. Personne ne savait si les artistes étaient capables d'uploader les côté technique de ce travail. Et finalement, le résultat était tel que il y avait autant de personnes pour ce biennale en ligne que ça pourrait être bénéfique à tout le monde. Mais finalement, en conclusion, le biennale en ligne avait très peu de participants et pour moi, ça représentait une grande déception. Et en même temps, un certain trou dans un sarcophage de mes espérances. Mais grâce à ce projet, je me suis devenue très célèbre en Bulgarie parce que j'étais l'un des 100 personnes qui a eu la possibilité de participer à un Saatchi Collection. J'ai dû faire cette sélection durant un mois. Vous savez bien que c'est très difficile de le faire. C'était assez lié avec un pur hasard, mais comme il y avait cette dénomination de Saatchi, les artistes ont commencé à m'appeler, pas seulement les artistes, mais aussi les autres personnes intéressées qui a été finalement parmi ma sélection. Malheureusement, je n'ai vu que 200 ou 300 œuvres. Je n'ai pas eu le temps pour choisir, faire la sélection des artistes bulgares. Et puis les artistes ont commencé à m'envoyer les informations concernant eux-mêmes, les revues du presse, les annonces de presse, etc. Et après la Saatchi Online, après la fin de ce projet, je recevais pendant encore des semaines des emails. C'était très intéressant en ce qui concerne les projets novateurs. Aucun critique n'a pas intervenu ni dans le cas du premier projet, ni dans le cas du second progrès. Il y avait la sélection. Vous savez comment ces portfolios s'annoncent, arrivent en ligne. Vous regardez, par exemple, l'un des artistes qui a été choisi par vous-même et puis vous n'avez plus de temps pour regarder la sélection des autres, etc. Donc c'est vraiment lié juste par pur hasard. Moi, j'étais un peu déçue par le futur dans ce contexte de la critique d'art. Une autre déception à représenter, à part de cette sélection, etc., en ce qui concerne l'achat et la vente, j'ai trouvé un article de Boris Groitch, La critique de l'art en tant que commentaire. Cet article vient de l'année 1997, donc il est vieux, cet article de 15 ans. Boris Groys a préparé ou s'est exprimé dans une métaphore dans cet article en ce qui concerne les affiches
peintures qui sont toujours collées à côté des peintures ou des tableaux. Donc il y a toujours un petit commentaire parce que cela est devenu quelque chose d'obligatoire. À côté du tableau, il est déjà normal d'avoir ce petit commentaire en indiquant le nom de l'artiste, la date de la création de l'œuvre et puis un petit commentaire. Souvent, pendant les expositions, on s'arrête devant l'œuvre, on lit ces petites affiches. Greuze a commencé à parler déjà à l'époque de cette problématique, quoiqu'il a déjà changé d'idée. Il a parlé des textes pas très compréhensibles qu'il faudrait mettre à l'exposition et qui pourrait présenter même la concurrence aux autres, parce que finalement vous pouvez recevoir de la part du public un certain respect. D'après moi, ces textes ont ses limites, ont leurs limites, parce que souvent c'est survalorisé, surapprécié. Et Boris Kreutz parle de l'influence qui pourrait être, qui se démarre lors de l'exposition. Finalement, c'est un point de vue d'une personne qui arrive voir les tableaux à l'exposition, et comme si vous devenez un co-auteur. Et quand vous êtes un co-auteur, vous pouvez finalement faire le travail pareil à la critique d'art. Et les spectateurs doivent regarder ces affiches avec le texte, et quand le texte est là, peut-être que grâce à un compromis, ce texte peut un jour se trouver dans un catalogue avec les œuvres de l'exposition. Donc c'est Greuze qui le dit, qui le prêche. Jusqu'à Greuze, la critique d'art devait avoir la même valeur que l'artiste, ou éventuellement il aurait dû être meilleur parce qu'il aurait dû avoir une certaine distance pour pouvoir valoriser, pour pouvoir faire une évaluation de l'œuvre du tableau. Et c'est le troisième élément de motivation sort de la sélection des conseils pour les critiques d'art qui travaillent pour le Gardien. Dans ce texte, ils ont expliqué comment on peut devenir un bon critique, qu'est-ce qu'il faut faire pour écrire, pour formuler vraiment un bon texte. Donc tout d'abord, il faut faire une certaine exploration, il faut apprendre, il faut se préparer pour l'exposition, il faut respecter les professionnels, les experts, puis il faut aller participer à l'exposition, etc. Mais j'aimais bien un élément qui parlait du sentiment. Pourquoi finalement on a ce sentiment, et quel sentiment durant cette exposition, ce mot feel, sentir. Moi, par exemple, pendant la vie, j'avais l'impression d'analyse que pour devenir un bon critique, il faudrait plutôt analyser, travailler et pas sentir. Et dès cet article, j'ai commencé à préparer mes propres sentiments pour les différentes présentations, pour que j'aurais pu savoir comment se sentir, comment mieux sentir cette profession, comment mieux ressentir ce métier. Comme on a déjà dit aujourd'hui, ce métier n'était pas actuellement si respecté, n'était pas si utile. Et cela est valable pour tous les pays de l'Europe centrale et orientale. Mais finalement, c'est un sentiment pas très agréable de le savoir
une vieille anecdote sur les critiques disent que les critiques savent comment le faire, mais ne savent pas le faire. Donc c'est une métaphore d'une certaine non-pouvoir de le faire. Donc après la chute du rideau de fer, du mur de Berlin, quand il y avait les nouvelles discussions, les connexions entre les médias, etc., tout cela a survenu. Par exemple, les listes mailing de mails, comme si les gens deviennent des mailing lists. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Les noms, les nouvelles présentations, les nouvelles langues, etc. Ces listes de mails sont très importantes. Là, vous pouvez voir l'une des plus vieilles listes de mailing hollandaises. Peut-être qu'il s'agit de la plus vieille. C'était finalement le projet Deep Europe qui concernait la région de l'Europe de l'Est. C'était en 1997. Maintenant, on dit ex-ouest, ex-est, mais à l'époque, c'était un mail qui est parti de l'ouest. Vous-même, vous pouvez créer votre liste de mails propre à vous-même pour pouvoir être en groupe, en relation avec les gens s'intéressant sur le même sujet. Moi, je me suis participé en 1996 sur une liste de mails. Il y avait des gens qui s'intéressaient, par exemple, des nouvelles formes de propriété dans le domaine de l'art, par exemple sur Internet, etc. Tout cela a été tout cela a représenté l'une des dernières utopies où les gens avaient l'impression qu'il faudrait se connaître, qu'il faudrait avoir les mêmes hobbies, les mêmes opinions. En 1997, il y avait publié ce mail. Moi, je ne pense pas que l'Est représente une périphérie, mais ce complexe de subordonnance se perd. Et à l'époque déjà ça commençait parce qu'à l'époque l'Est a commencé vite à rattraper l'Ouest. Et comme je ne parle pas mais maintenant seulement des vieilles technologies, mais des nouvelles technologies, vous pouvez le trouver vite fait. En ce qui concerne par exemple le dessin dans les années 90, comment c'était simple, comment c'était fait. C'est l'une des dernières ou l'une des premières listes de mails où j'ai participé. Ici, vous pouvez voir les archives. Donc, le dessin, donc le design est presque nul, presque inexistant sur ce transparent. Mais comme vous voyez, il y a des textes très importants que vous pouvez trouver sur cette liste de mails concernant l'art. À l'époque, nous avons été persuadés que cela ne pourrait pas subsister dans le futur, survivre. Nous avons eu l'impression que l'Internet nous offrirait cette possibilité de rattraper, d'être équivalent. Donc, l'une des dernières listes de mails était la mail de Voti Union. Donc, il s'agissait du forum imaginaire des commissaires pour pouvoir s'échanger les vues. Il y avait plusieurs interventions
envoyé sur ce forum. Moi, j'ai l'accès à la publication en PDF de cette publication VOTI, dont le sujet était présenté, quelles étaient les idées ou éventuellement les vocations des commissaires, quel est le rôle des commissaires dans le monde décentralisé. Les gens nous ont posé la question, quels sont nos rôles dans le monde mondialisé en tant que critique d'art. Parce que les gens, ils expriment très facilement leur approche, leur compréhension des éléments de l'infrastructure culturelle et de la présentation de la culture. Donc on parle plus facilement par rapport aux traditions, aux publications traditionnelles des moyens de communication où il faut écrire d'une certaine façon, où il faut aussi s'adapter à une certaine politique. Et là, on a une proposition d'avoir un musée dans un centre et on se dit, est-ce qu'il est possible ou pas, dans un centre commercial. Et dans beaucoup de centres commerciaux, il y a des musées, des expositions. Vers la fin des années 80, ça pourrait être une question ironique. On pouvait répondre non, pas du tout, pas tout à fait. On ne peut pas relier les deux choses. C'est deux choses qui ne vont pas ensemble. Alors qu'aujourd'hui, comme souvent arrive, les choses changent. Et une fois, je me souviens qu'il y avait des critiques dans une conférence de presse, une collègue danoise, qui avait exprimé son opposition au contenu de la conférence de presse. Et de cette façon-ci, les institutions marchent. Donc, vous voyez, souvent, il y a des influences qui sont une forme de critique, parce qu'il faut aussi se rendre compte de qu'est-ce qu'on utilise, quelle forme on utilise, quels sont les critères qui forment la façon dans laquelle le lecteur perçoit le projet ou l'exposition. Donc, dans une grande mesure, c'est quelque chose qui influence la perception. La session ICAD de Sophie en Bulgarie a 20 membres et on est en train nous on prépare des conférences de presse, surtout des messages de presse, on s'envoie des emails, après tout le monde réagit aux emails. Il y a aussi beaucoup de journalistes qui sont intéressés et il y a des artistes qui ont intérêt au développement de ces communiqués de presse. Donc, ils veulent que les communiqués de presse deviennent publics. Et quand on écrit les communiqués de presse, après les médias les prennent et ils les copient. Donc, ils ne vont pas aux expositions, ils ne regardent pas les catalogues des expositions, mais ils lisent le communiqué de presse et ils l'impriment ou ils le publient sur leur publication. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment trouver les bons mots. Nous, on s'attend que les messages soient écrits par les commissaires ou par des dealers ou des fois, je me suis rendu compte que même les artistes écrivent leur propre communiqué de presse sur des expositions ou sur des objets d'art parce qu'ils ne croient pas, ils ne font pas confiance aux commissaires, ils ne font pas confiance aux critiques. Les artistes veulent utiliser leurs propres mots et ils veulent que les autres utilisent ces mots. Du point de vue de l'économie, il pourrait y avoir des influences sur leur réputation. Peut-être qu'au début, ils se disent que ce n'est pas une question financière, mais c'est aussi une question financière. Même les finances sont importantes et beaucoup de journalistes, donc, ils prennent les communiqués de presse sans les élaborer et ils veulent aussi que vous insériez dans les communiqués de presse des mots-clés pour qu'ils sachent au moins de quoi on parle. Et écrire des communiqués de presse, des fois, c'est pas facile, mais il y a
aussi une liste d'adresses Internet avec des milliers, 2 millions, 2000 clients, 2000 destinataires qui paient pour recevoir des informations sur les événements à partir de 500 places différentes. Flux donc est une importante organisation qui nous aide. Des fois, à une époque, je lisais souvent les communiqués de presse des Flux et je me suis aussi laissé inspirer pour apprendre comment on écrit un communiqué de presse comme il faut. Et je suis devenu très sélective. Ensuite, je suis devenu sélective et j'ai commencé à ne plus regarder Flux. Mais en tout cas, il faut partir d'une logique d'un pays qui faisait partie de l'ancien bloc de l'Europe de l'Est. Et donc, il faut aussi savoir quelle est leur perception. Je connais la plupart des gens qui font ce travail, donc je sais pourquoi et comment ils s'expriment. Donc, sur Flux, il y a aussi des magazines qui sont publiés. Et en fait, ils ne sont pas publiés, ce n'est pas une publication, mais c'est plutôt une collection. Ils font une collection d'articles et ils font aussi et ils les mettent sur les pages internet. Et ils ne publient pas les textes aussi en version papier. En ce qui concerne le travail du critique, les nouveaux instruments, j'ai été aussi dans la AICA de Sofie en Bulgarie quand on a publié certains magazines et avec la distribution gratuite. Et à Sofie, il y a plusieurs personnes qui travaillent dans plusieurs galeries. Il y a une galerie grande à notre disposition. Et parmi aussi les visitateurs, personne ne veut les copies en papier de Flux. Tout le monde veut le lire, ça suffit de le lire sur Internet. Donc les gens refusent de prendre la version sur papier. Ils disent nous on ne veut pas de souvenirs, donc on veut pas ramener rien avec nous, mais on va lire les informations sur Internet. Et puis il y a encore une autre chose importante, ou bien deux instruments importants de la critique. Il s'agit de Facebook et de Twitter. Oui, il s'agit d'instruments importants. Pourquoi je le pense? Facebook, il est un instrument important parce que, au moins dans mes alentours, là où je vis, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce site, ce service social, ce site social. Et moi, je commençais à lire Facebook avec Jerry Saltson, qui est un critique important. Et lui, il a un blog aussi assez rigide. Au début de cette année, il a commencé à écrire régulièrement. Et souvent, après, il met ses textes sur Facebook. Et on n'a pas d'autres possibilités. Ici, vous voyez Jerry Saltz, vous voyez, Jerry Saltz, c'est son profil Facebook. Bien sûr, tout le monde est ailleurs. Jerry Saltz, il est un critique international. Il écrit quelque chose sur des expos qui se passent là où il vit. Donc moi je ne connais pas trop les expos, mais j'aime bien la façon de laquelle il écrit. J'aime bien ce qu'il écrit, le contenu et aussi les schémas qu'il utilise pour écrire. Il y a plusieurs blogs sur Facebook ou à travers Facebook vous arrivez au blog et vous pouvez lire beaucoup d'informations intéressantes. Vous voyez aussi qu'il y a beaucoup d'acteurs que j'aime bien. Et quand il y a des expositions ou bien des rencontres, quand ils font des rencontres avec quelqu'un d'important comme Albert, c'est un artiste russe qui habite à Cologne, je lus certains de ses messages sur Facebook
pour savoir avec qui ils se sont rencontrés, quelle est la vie artistique dans ce moment-là. Et il y a aussi des informations sur les prix. Et la même chose que je dis à propos de Facebook, on peut la dire aussi à propos de Twitter. Twitter utilise un langage un peu différent, mais là aussi, vous avez des informations sur les artistes et les œuvres. Par exemple, Marat Gulmer, lui aussi, il utilise cet instrument et il y a 3 ans, il y a en Russie, il a reçu le prix de la personne qui utilise le plus souvent Twitter. Et cette personne, il s'intéresse aussi de l'histoire de l'art, des critiques de l'art, et il y a vraiment des connaissances exceptionnelles. Et enfin, aussi les opinions sur Twitter sont une forme de critique. Souvent, il y a la motivation de savoir qui écrit et aussi vous comprenez le contexte. À travers l'auteur, l'auteur vous aide à comprendre aussi le contexte large, donc pas seulement de la scène artistique, mais même au dehors, au-delà de la scène artistique. Il y a aussi des gens qui ne sont pas trop enthousiastes en ce qui concerne ces instruments, ces nouveaux instruments de la technologie. Mais voilà, je pense qu'il est important aussi de connaître les prix. Par exemple, il y a ces pages internet artfacts.net. Il y a beaucoup d'artistes qui regardent ces pages, qui lisent ces pages tous les jours. Il y a une table avec les noms et des chiffres. Il y a quelque chose comme 60 000 artistes dans le monde qui sont inclus dans une classification. Il y a aussi, après, des attitudes particulières hein, pour les tableaux. On ne sait pas bien quels sont les critères à travers lesquels ils classifient les artistes, mais ça m'a beaucoup aidé dans la présentation de certains artistes auxquels je fais confiance. Et j'en ai parlé aussi avec un critique une fois, un critique occidental, et il m'a demandé pourquoi il a un potentiel. Qu'est-ce que c'est un potentiel? Moi, je lui ai dit, alors regarde artfacts.net et là tu vas voir, il est au 180e, à la 180e place. Donc je lui ai dit, il a un potentiel parce qu'il a fait beaucoup de progrès dans cette tableau, dans cette classification. Vous voyez ici, il y a les places à partir du numéro 500 en bas. Et à part ces choses, il y a aussi d'autres éléments. Chez nous en Bulgarie, chez nous en Bulgarie, il y a aussi un tableau euh, des hommes les plus actifs dans l'art en Russie. C'est une liste très intéressante avec beaucoup d'artistes. Il ne faut pas qu'ils soient riches ou qu'ils aient des galeries, mais en bref, il s'agit de gens qui ont des opinions, qui ont la possibilité d'influencer, donc qui ont un potentiel d'influencer. Et j'essaie maintenant de conclure le thème de la critique en disant ça, c'est que j'ai créé un prix pour les critiques de l'art. Hein. C'est un prix très modeste, bien sûr, hein. Un prix local pour les jeunes critiques bulgares. Et ce prix s'appelle le prix pour les gens qui écrivent à propos de l'art. C'est une traduction littérale du bulgare. Et donc les jeunes, ils ont la possibilité de publier aussi au dehors des frontières du pays. Et c'est pour ça que ce prix peut avoir une certaine importance. Et Aika Sophie suit les jeunes qui écrivent à propos de l'art. Après, il y a aussi un jury qui euh, sélectionne le gagnant. Voilà, il y a certains de ceux qui ont gagné le prix l'année dernière. La, la première gagnante a reçu aussi un prix, un cadeau spécial.
Et voilà, et moi, je suis la personne qui consigne, qui donne le prix. Et il y a encore un autre aspect problématique, une scène problématique. En 2011, il y a eu des problèmes parce qu'il y a eu un blog anonyme qui s'appelle Rien de personnel, Nothing Personal. Et c'est un blogueur bulgare qui 2 fois par semaine, il publiait des textes de 10 pages avec des critiques très spécifiques. Très spécifiques. Bien sûr, on voyait que c'était quelqu'un d'érudit, une personne qui avait des grandes connaissances. On ne savait pas bien qui était. Il était anonyme, donc on ne savait pas bien son identité, on ne le connaissait pas. Et on n'est jamais arrivé à le connaître. Enfin, on a décidé de donner ce prix à cette personne inconnue. Donc, on a fait aussi un recueil de cet auteur anonyme. Et on espère qu'il s'agit d'un auteur et pas d'un groupe d'auteurs. Et comme je dis, Aika Sophie existe depuis 35 ans, plus ou moins, et il y a des gens qui disent on ne peut pas dire un prix à quelqu'un qui est anonyme, parce que l'anonymité, c'est quelque chose qui sonne un peu socialiste, et ça nous rappelle des lettres qu'on écrivait à l'époque des socialistes pour dénoncer les voisins. Donc c'était quelque chose d'un peu négatif, un peu péjoratif. Et mais nous, on s'est dit, alors on a dit, qui a écrit ces blogs? Qu'il sorte, qu'il se montre, qu'il révèle son identité. Et à la fin, on a décidé d'assigner ce prix. Bien sûr, écrire la critique, c'est quelque chose de pas évident. Donc voilà, on a décidé de procéder comme ça. Et après, on a décidé finalement d'assigner ce prix à cette personne. Toujours quand on a un prix en concours, pareil, on essaye de l'organiser dans des locaux qui sont indépendants, des institutions classiques, dans les galeries, des galeries de l'art contemporain. Là, vous voyez, on se trouve dans les locaux, dans un ancien garage. Comme c'était anonyme, il n'est pas venu de prendre ce prix. Finalement, on a laissé juste l'appareil photo là-bas aux enfants pour prendre la photo de la personne. Mais lui, il a voulu rester anonyme. Il a envoyé un petit enfant de 5 ans avec l'enveloppe où il a écrit « S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre mon prix à ce garçon ?» Donc finalement, c'était tout ça comme une blague sur le sujet de l'anonymité. Après avoir informé les médias classiques de ce prix, d'un coup, cela est devenu un grand problème pour le critique d'art anonyme. Il y avait des gens qui ont commencé à envoyer des lettres, des mails à ce critique anonyme en le maudisant. Qu'est-ce que vous êtes, d'où vous venez-vous, etc. D'où vous avez trouvé ce pouvoir de dresser les critiques concernant nos œuvres, notre art. Est-ce que vous n'êtes pas un ancien agent des services de sécurité, etc. Donc, d'un coup, cela a pris vraiment une connotation péjorative. Moi, je fais les archives de tous ces blogs, etc. J'ai archivé tous les mails, tous les blogs, etc. Donc, depuis ce temps, cette personne a arrêté avec ses activités de critique. Jusqu'à maintenant, je ne connais pas son identité. Il y a une opinion qu'il s'agissait de l'expert du domaine de l'art, mais sans avoir expliqué le contexte, il ne pourrait jamais le présenter aux autres
parce que les gens le détestent, ne l'aiment pas. Et maintenant, vous voyez l'écriture lifestyle, donc la presse People, comme un certain style de l'écriture et de la critique en même temps. Vous voyez, c'est Art Forum, il y avait des opinions de différentes personnes concernant les vêtements, l'installation, le déroulement de l'exposition, etc., ou d'un événement sans prendre en considération le style, la forme. Ce sont souvent les gens à la hauteur, les gens intellectuels qui envoient tous ces commentaires. Donc, la critique a beaucoup plus d'outils efficaces pour pouvoir dresser toutes ces critiques. Il y en a même trop pour faire une certaine sélection. Ici, vous voyez un groupe hollandais qui s'appelle Fucking Hood and Hunt. Il crée la liste des expositions où il vous critique durant l'exposition. À laquelle ils ont été invités par vous. Et si vous n'utilisez pas tous les outils que vous avez à votre disposition, il y a des artistes qui le font au lieu de vous. Si l'institution ne sait pas être actuelle. Merci Yara de ton intervention. Est-ce qu'il y a des questions dans le public? Mais je voudrais juste vous demander de faire de brefs commentaires. Oui, c'était très intéressant. Je participais à un workshop, à un séminaire avec Boris. Il m'a dit que lors de sa critique qui était négative, celle-ci a été couronnée par succès parce que la critique, même si c'est négative, a été très bien rédigée avec les images, etc., très bien faite. Mais depuis ce temps, il n'a pas écrit une autre. C'était assez intéressant, votre intervention, parce qu'il y avait pas mal d'informations concernant la diffusion de nouveautés. Donc, c'est quelque chose que vous avez utilisé pour l'amélioration de la promotion. Peut-être que ça va apporter aussi des sous. Lui aussi, il s'intéresse de toutes ces nouveautés, mais votre histoire concernant l'anonyme était très intéressante. S'il y a personne qui aurait voulu prendre sa responsabilité pour cette critique, c'est bizarre. Avant, ils ont lu sa critique, et après, ils l'ont refusé. Peut-être que la critique égale en dialogue, parce que le critique doit être partie de ce dialogue. Avant, c'était à la hauteur. Il y avait la supériorité du critique d'art qui était claire. Non, vous n'avez pas compris. Cette conscience évolue. Il y a un cercle vicieux où peut-être toutes ces tendances se trouvent. Peut-être que c'est beaucoup plus compliqué parce que la distance entre le critique et l'artiste ou l'auteur est plus petite parce que les gens vous connaissent, mais c'est beaucoup plus intéressant si vous écrivez quelque chose qui n'est pas placé dans un contexte. Une autre question. Je vous remercie. Vous avez cité la personne de ce critique anonyme. Donc, je m'intéresse. Quelle est votre opinion? Est-ce que c'est le personnage de ce critique qui est plus important que la qualité de cette critique pour que le texte soit accepté?
Bien sûr que c'est la qualité de cette écriture, mais en même temps, vous avez dit d'un seul soupir que les autres se sont fâchés. Comment quelqu'un sans visage, sans nom, aurait pu écrire sur leur œuvre, sur leur art, quoique cela aurait pu être un expert bien placé, c'est autre chose, mais si cette personne était un étudiant, il ne pourrait jamais être accepté. Bien sûr que si quelqu'un veut écrire un texte critique sur vous et si vous voulez que ce texte représente un certain progrès dans votre vie professionnelle, comme je vous ai dit, demandez Boris Groys. La critique peut être positive ou négative. En tout cas, cela peut représenter un progrès dans votre CV. Mais si vous êtes jeune et si vous voulez savoir est-ce qu'il y a du sens dans votre création, est-ce que c'est compris, comment c'est compris ce langage visuel, vous avez autant de ressources en ligne qu'il vous faut chercher pas les noms, mais les citations, les textes exacts. Comment vous pouvez décrire la relation entre un médium et le contenu? Par exemple, Facebook, l'utilisation de Facebook, vous nous avez montré certaines informations provenant de Facebook Feeds. Et si vous avez un critique, prenons cette situation, ce critique qui, comme s'il recommence de zéro devant chaque œuvre d'art, je pense que Facebook représente vraiment un outil propice à ce travail. Est-ce que vous pouvez être le représentant de la moderne, donc le moderniste, et en même temps le peintre? Donc, quelle est la relation entre le contenu et le type de médium, de support, et quel type de critique vous pouvez décrire? Oui, je mentionnais Facebook et les réseaux sociaux parce que il s'agit de quelque chose de nouveau. Aussi, c'est l'approche envers les textes, etc. Mais il y a aussi une autre forme de critique. C'est pourquoi je mentionnais Goethe, qui a bien dit que quand vous écrivez, il faut le faire bien parce que c'est pourquoi il faut vraiment écrire les textes compliqués, les textes complexes qui ne se trouvent pas pour le moment sur Facebook, mais les choses changent vite et un jour, dans le futur. Dans le proche futur, vous allez voir que ça va se trouver aussi sur Facebook. Par exemple, le fait d'envoyer I like, donc j'aime, sur Facebook. Il y a vraiment assez de gens qui adorent cela. Il y a des gens qui vraiment sont ravis de les recevoir en très grand nombre. Je pense que le critique anonyme, que cela peut être même 2 personnes, 3 personnes, parce que ça peut être 2 commissaires, 2 journalistes, 2 peintres, peut-être. 2 peintres souvent font la même peinture. Il y a 2 journalistes qui font le même article, qui coopèrent, etc. Mais en ce qui concerne la critique, ça doit être toujours une personne, parce que sinon c'est assez bizarre. Coopérer, c'est fort possible. De se mettre d'accord sur une critique, c'est hautement difficile. C'est anonyme. Est-ce qu'il y a plusieurs critiques? Non, je ne dirais pas. Le problème de l'anonymat, bien sûr, est le problème lié avec le réseau, avec l'Internet. Comment vous savez que Jerry Salt sur Internet est vraiment Jerry Salt? Je n'ai pas de preuves.
dans une certaine mesure, vous pouvez croire à des informations sur Internet, mais dans l'autre mesure, non. Il y a par exemple le collectif ou le groupe de critiques qui publient leurs critiques. Donc ça existe. Qu'est-ce que je pourrais mentionner ici? Par exemple, un livre, une publication de visitateurs où ceux-ci peuvent écrire ses opinions, ses impressions, etc. Je me souviens encore de ce type de critique qu'il existe jusqu'à maintenant. C'est une certaine forme de critique. Vous pouvez vous régir